Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. C'est déjà fini pour ce qui est du volet pénal de l'affaire. La Cour pénale internationale, CPI, a confirmé en milieu de semaine écoulée l'acquittement prononcé en 2019 de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Tous deux sont définitivement reconnus non coupables de crimes contre l'humanité en lien avec la terrible crise post-électorale qui a secoué la Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Un verdict qui sonne comme une délivrance pour l'ancien chef de l'État et l'ex-leader des jeunes patriotes, en même temps qu'il sonne comme un camouflet pour le bureau de la procureure Fatou Bensouda qui avait décidé d'aller en appel. Quelles sont les implications politiques d'une telle décision de justice? Cette liberté définitive aura-t-elle des implications sociales? Ouvre-t-elle la voie à un retour rapide de l'ancien chef de l'État dans son pays? Quid du cas de Charles Blé Goudé? L'ex-leader des jeunes patriotes a en effet dit au lendemain de cette décision espérer un geste des autorités ivoiriennes pour pouvoir rentrer rapidement dans son pays. Ces pays, Gbagbo et Blé Goudé, acquittés en appel. Quels impacts sur la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et tous, bonjour et bienvenue. Avec nous pour débattre de cette actualité, Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour mon cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous, Ebel Guérin, bonjour. Bonjour monsieur Joris. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Messieurs, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Dieudonné Lokossou, après question pour vous. Selon vous, est-ce qu'il était nécessaire pour le bureau du procureur d'aller en appel dans ce procès-là? D'abord, je voudrais, avec votre permission, rapidement m'acquitter d'un devoir sacré. Nous sommes en pleine fête pascale. Je voudrais souhaiter à vous-même et à votre équipe, toute l'équipe de la Sika TV, mes meilleurs vœux de Pâques. Merci. Ensuite, c'est une fête de chez moi. Donc, je ne suis pas allé pour un certain nombre de raisons. C'est pourquoi j'ai porté le tissu. Donc, je voudrais saluer mes frères du village et leur dire que je serai bientôt parmi eux. Maintenant, s'agissant de votre question, vous voulez bien me le rappeler? Oui, je vous demandais, selon vous, est-ce que c'était important pour le bureau du procureur Fatou Bensouda d'aller en appel dans ce procès-là? Bon, mais je crois que elle-même, elle n'était pas libre. Moi, je l'ai vu le visage allongé, bref, à la cour, parce que j'ai suivi directement Afrique Média, donc tout ce qui se passait, je suivais. Alors, je crois que il faut vraiment, quand on a opté pour un métier, il faut le faire avec beaucoup de zèle, mais en tenant compte que l'on agit sur des hommes. Voilà un monsieur que moi j'avais le privilège de rencontrer avec un cousin qui n'est plus paix à son âme, Mpom Théophile, et qui a fait Bordeaux avec lui. Il était un peu son devancier, mais ils étaient des amis. Alors donc, je ne vois pas ce monsieur qui était tellement ancré dans le panafricanisme, et anti-impérialiste conséquent, et vouloir assassiner les gens ou ordonner que l'on tire avec des armes létales sur ses concitoyens. Donc, il a fait gratuitement une prison pendant 10 ans. On lui a perdu une décennie. 10 ans dans la vie d'un homme, c'est important. Et il faut voir l'euphorie
qui s'est faite autour de lui lorsque le prononcé du jugement a été fait. Alors, moi, je serais à sa place que je vais me retourner contre l'État. Et l'État, c'est Gbagbo et sa clique. On ne peut pas être deux dans un débat de ce genre. On a allumé la guerre et finalement, on colle les tueries, les erreurs de 3000 personnes à 2 seules personnes d'un camp. Je crois que ça doit servir de leçon. Heureusement que pendant cette décennie, il est demeuré lui-même, je l'ai vu très serein, et puis, bon, si c'était dans les geôles africaines, il sortirait avec des séquelles. Bon. Donc, dans l'intérêt de la paix, on doit pouvoir lui ouvrir grandement les portes du retour de la porte de la Côte d'Ivoire avec des lauriers, parce qu'il a fait un sacrifice inutile avec son ministre, le boudeur là. Bon, mais il a assumé jusqu'au bout. Donc c'est l'autre à qui il reste 2 mois. D'ici à juin, il doit déposer le tablier et continuer. Je me demande même si il est vraiment à la hauteur de la fonction qui lui a été confiée, cette dame-là. Alors, le procureur a donc choisi d'aller en appel dans ce procès-là, appel qui donc est vidé aussi. La première décision est donc conforme à la décision en appel aussi. Est-ce que selon vous, ce n'était pas dans l'ordre normal des choses que tous les degrés de juridiction au niveau de la CPI soient exploités dans ce type de procès-là? Bon, pour ma part, je pense que d'abord c'est un procès que je trouve baroque et non-sens, et qui, je ne suis pas surpris parce que cette Cour pénale internationale, pour ma part, est réservée pour les Africains, et je pense que les pays africains qui s'en sont sortis ont raison et les autres devaient leur emboîter le pas. Pourquoi? Parce que les grands pays de démocratie que nous connaissons, comme les États-Unis, n'en font pas partie. Parce que les États-Unis disent non, nos ressortissants ne peuvent pas être jugés par une cour internationale, ils doivent être jugés à l'intérieur par les cours nationales. Pourquoi pas nous? Parce que justement, on ne fait pas confiance en nos institutions, en notre justice. C'est ça le problème. Et encore que c'est un procès politique, je l'ai trouvé tout à l'heure de baroque. Pourquoi? Parce que, comme le doyen l'a dit, tous les acteurs devaient être jugés. Et il s'agit d'un procès unique, d'un procès d'une justice des vainqueurs, comme on le dit. Et n'oubliez pas que cette crise a commencé depuis 2002. La crise ivoirienne a commencé depuis 2002 et qui a atteint un niveau culminant à partir de 2011. Donc cette crise post-électorale de 2010 à 2011 qui a fait connu une éviction brutale de Laurent Gbagbo, je crois le 11 avril 2011. Il a été assigné à résidence surveillée pendant 2 ans. Après, il a connu le chemin de la haie et 8 ans. Donc 10 ans de détention, c'est beaucoup pour lui. Et que Fatou Bensouda a fait appel, bon, elle est en mission. Pour moi, c'est un pion central des états profonds que nous connaissons, de ceux-là qui veulent nous dicter, qui nous dictent la doxa, de ceux-là qui veulent nous faire croire que Gbagbo c'est un criminel. Enfin, peut-être qu'il est criminel, j'en sais rien, mais pas le seul. De toutes les manières, parce que c'est lui qui avait gagné, enfin, c'est lui qui était au pouvoir. Il a contesté les élections, ce qui est dans l'ordre normal des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre que, parce que rien ne nous dit qu'il a perdu ou qu'il n'a pas gagné les élections de 2011, puisque je me rappelle bien que la Cour constitutionnelle l'avait déclaré vainqueur. Et puis, il a subi des assauts guerriers. C'était un président grave. Qu'en contestant une élection, on a vu beaucoup de présidents frauder dans les pays africains. Les élections n'ont jamais été transparentes. Enfin, la plupart, surtout dans les pays francophones. Et que l'on organise une armée
pour aller le dégager du pouvoir, avec la complicité de l'armée française, je crois que c'est extrêmement grave. Et ça, l'histoire doit le retenir, pour que ça ne se reproduise plus jamais. Ouattara avait la possibilité d'attaquer par les voies légales, ce qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, lorsque l'opposition le fait, il les mate, il les brime, il les massacre. Donc, comment quelqu'un qui a engagé une guerre contre Gbagbo, c'est lui qui a dégagé Gbagbo avec les armes. Et on estime que lui, c'est normal, il n'y a aucun crime autour de lui. Mais Fatou Bensouda a échoué. L'issue de ce projet est l'échec patent de cette procureure qui, normalement, devait faire tout pour que tous les acteurs impliqués dans cette crise soient transférés à la Cour pénale internationale, ce qu'elle n'a pas fait. Donc elle a échoué, et quand elle échoue, c'est la CP qui échoue, pour ma part. Voilà, alors, Dieudonné Logossou, je voudrais poser une autre question, mais toujours en lien avec la Cour pénale internationale. On a longtemps l'habitude de remarquer sur le continent qu'il y a parfois des justices expéditives. Est-ce que quelque part, ce n'est pas un bon mécanisme que de garantir, je dirais, un certain droit pour les prévenus de bénéficier d'une justice équitable? Parce que quoi qu'on dise, et quels que soient les griefs qu'on puisse reprocher à cette CPI-là, elle a quand même permis aujourd'hui à Laurent Gbagbo de jouir d'une liberté toute définitive, tout au moins pour ce qui est du procès au niveau de la CPI. Oui, je crois que les justices africaines ont laissé des goûts amers. On n'aimait pas toujours le professionnalisme requis. Et moi, je me suis insurgé pendant que j'étais en fonction en tant que syndicaliste. J'ai pris fait et cause pour Gbagbo. J'ai dit que Gbagbo, son lieu de détention n'était pas là. Mais avec le temps, j'ai révisé ma position en tenant compte de ce que les Africains gèrent mal la justice. La justice ne doit pas être aux ordres. Mais malheureusement, dans la plupart des pays, et francophones, comme vous l'avez dit, nous avons des justices aux ordres. Bon, ensuite, il serait humiliant de transférer les prévenus ou les coupables présumés vers ce tribunal-là, et dont le traité a été signé à Rome et l'Amérique a refusé, à juste titre. Parce que la justice aussi, c'est une question de souveraineté. Mais la souveraineté n'est pas au-dessus des institutions internationales auxquelles nous avons donné quitus. Tout à fait. Alors, donc, et comme l'a dit mon vis-à-vis, et le président Gbagbo a été braqué dans ses fonctions. Il était resté dans la présidence, dans le bunker là, et j'ai vu, on lui a déchiré même ses vêtements, tiré la tête, les cheveux de sa femme, de son épouse, dans des conditions humiliantes. Et j'ai été surpris que la France, cette douce France qui défend la démocratie, cautionne un coup de force. Bon, Gbagbo peut ne pas gagner, mais on ne peut pas le déclarer dans un premier temps vainqueur et une autre structure dit le contraire. En fait, en Côte d'Ivoire, à l'époque, il y avait deux niveaux. Oui, un niveau a déclaré un camp vainqueur, le second niveau a déclaré l'autre camp vainqueur. Donc, d'où on va dire le début de cette crise-là. Dans cette condition, il avait demandé le recomptage. C'est ça qui lui a valu les tribulations. Ce qui n'a pas été fait. Oui. Donc, est-ce que aujourd'hui Gbagbo a les leviers? Il a eu le temps de bien huiler son machin. Et puis, comme il a dit, aucune élection n'est transparente en Afrique. Il y a toujours des contestations. C'est en France et aux États-Unis qu'il y a quelquefois des rares contestations. Et celui qui a inauguré ça, c'est Trump, qui s'est trompé. Alors, donc, moi, je pense que ceux qui sont là
sont dans une situation de fragilité extrême. Si ils n'autorisaient pas ces deux citoyens honnêtes à entrer et à poursuivre les recherches pour identifier les vrais auteurs, ils s'exposent à des risques. Et déjà, Maître Bemba... Fatou Bensouda? Fatou Bensouda, non. L'avocat du président Laurent Gbagbo a commencé par dire que les gens sont en train d'évoquer des situations anticonstitutionnelles pour bloquer exprès l'arrivée de Laurent Gbagbo. Mais ils sont assis sur un feu incandescent et je ne voudrais pas que cela les emporte, qu'ils fassent preuve d'ouverture et savoir que c'est un échec. Maintenant, il faut chercher à rassembler les gens. Et Laurent Gbagbo, vu son âge, n'est plus éligible. Donc, il est là, il est devenu un patriarche. Et puis, la prison qu'il a faite gratuitement doit pouvoir l'instruire, le former, et il doit œuvrer pour la paix dans son pays. Et la réconciliation. Et puis, pour compléter, les dernières élections contestées, troisième mandat frauduleux, contesté, mais ça aussi soldé par des morts. Mais pourquoi la CPI n'a pas cherché à régler ça? Donc, le sentiment d'injustice, le cumul de frustrations débouche toujours sur des conflits. Ouais, voilà. Alors, Emel Guérin, aujourd'hui, on est dans l'après-procès. La justice internationale, que vous ne cautionnez pas, quand même, dit le droit pour ce qui concerne Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, tous deux sont libres de retourner en Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas oublier que tous deux ont été condamnés par la justice ivoirienne. Tous deux sont passibles de 20 ans d'emprisonnement en Côte d'Ivoire. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, le régime ivoirien ne doit pas, je dirais, travailler à la paix et à la cohésion et permettre donc à ce que ces verrous en griffe soient ôtés pour permettre à ces deux citoyens ivoiriens qui sont allés affronter la justice internationale? Je rappelle que la Côte d'Ivoire était au procès et donc qu'on doit tirer tous les enseignements de droit et permettre à ces deux Ivoiriens-là de rentrer librement en Côte d'Ivoire. Oui, je pense que tout le président actuel Ouattara a le levier de déclencher un véritable processus de réconciliation et qui n'a jamais réussi depuis 10 ans. Il a échoué lamentablement à réconcilier les Ivoiriens. Et donc c'est une opportunité pour lui, s'il veut vraiment combler cette plaie béante qui a été ouverte à partir de cette éviction brutale de Laurent Gbagbo. Et ce monsieur, je l'avais dit ici, est le mal de la Côte d'Ivoire depuis les années 90, depuis que l'ancien président Houphouët-Boigny lui avait fait appel et la crise ivoirienne a commencé. Et maintenant, je pense que, bon, selon mes informations, il paraîtrait qu'il serait... il savait l'issue d'avance, ce que je ne crois pas. À mon avis, il a été surpris parce qu'il a tout fait pour que Laurent Gbagbo soit maintenu à l'extérieur du pays pendant tout son mandat, tout le temps qu'il serait au pouvoir. Ça n'a pas marché. Vous vous souvenez, quand il a même reçu ce que je trouve très aberrant, il a reçu en audience la procureure Bensouda, je crois, il y a 2 ou 3 ans. C'est très maladroit de le faire ainsi. Et donc, ce retour se prépare. Il a dit lui-même, Ouattara, avant les élections dernières, dans une interview qu'il a accordée à vos confrères de France 24 et RFI, qu'il faut négocier le retour de Laurent Gbagbo. J'ai entendu Kakabé et on a quoi dit, voilà, qui devrait avoir rencontré Gbagbo, mais qu'il semble que Gbagbo aurait décliné l'offre en février dernier. Il disait qu'il faut négocier, surtout que nous sommes en temps de Covid-19, il faut éviter les rassemblements, l'euphorie. Et c'est à dessein que Gbagbo a donné des consignes fermes
pour que la population ne se mette pas dans la rue pour créer la joie après sa libération. Ça n'a pas été fait. Il y a juste au QG du FPI, Gore, Bagourien, où il y a eu une liesse populaire, mais très restreinte. Et donc, il y a même des pagnes qui ont été déjà conçues à l'effigie de Laurent Gbagbo pour célébrer son retour. Et donc, je pense très sincèrement que Laurent Gbagbo va rentrer. Il va rentrer, il va rentrer de gré ou de force. Oui, de gré ou de force, il va rentrer. Il va rentrer si Ouattara veut se repositionner sur l'échiquier de la réconciliation nationale. Je pense qu'il a intérêt à bien organiser le retour de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui a déjà dit d'ailleurs, je crois le 29 octobre dernier, qu'on ne peut pas lui demander de se retirer de la politique. Je vous dis, il est encore éligible, il a 75 ans, contre 78 ans et pour l'actuel président. Donc il est bien encore éligible. Et il a dit qu'on ne peut pas lui demander, et je trouve parfaitement son argument recevable. Il ne peut pas lui interdire de ne pas faire de la politique, de balayer la vieille classe. Et il dit ceci, même les jeunes, c'est une question de respect de la Constitution. Si des jeunes, la génération arrive, et qu'elle ne respecte pas la Constitution, la crise va demeurer. Si Ouattara avait respecté la Constitution ivoirienne en 2010, 2011, il n'y aurait pas cette crise grave en Côte d'Ivoire. Donc c'est une question de respect de la Constitution. Et je voulais soulever un aspect très important pour moi en tant que souverainiste. Vous avez dit que la souveraineté ne peut pas être au-dessus des institutions internationales. Moi, je pense tout le contraire. Nos pays doivent être souverains. Et c'est parce qu'ils ne sont pas souverains que on constate que nous sommes assujettis à cette politique internationale qui brise les droits des peuples africains. Mais que fait-on par exemple de la justice aux ordres? Vous savez que la CPI était sous sanction. La CPI était sous sanction sous Donald Trump. Et c'est qu'il y a quelques semaines que Biden a levé les sanctions. Mais c'est à justice parce qu'il dit vous n'avez pas le droit d'enquêter sur les crimes qui sont commis en Israël et en Palestine. Mais c'est grave. Et puis on vient enquêter sur les crimes en Afrique. Ça n'a pas de sens. C'est une justice à toute vitesse. La réaction de Donald Trump est intervenue. Mais non, les sanctions, des crimes commis à part les sanctions, à part les soldats américains. Biden ne signera jamais la convention de la CPI. Jamais il ne le fera. Barack ne l'a pas fait. Biden ne le fera pas. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ce principe de ne pas juger les ressortissants américains ou d'autres pays encore demeure encore. Et c'est la souveraineté, ça. Selon vous, c'est normal? C'est normal. Même c'est normal. Il faut que nous travaillions à faire respecter notre justice, les justices nationales. On ne peut pas tout le temps compter sur l'Occident. Ça n'a aucun sens. Je me suis posé la question. Et si la CPI n'existait pas, comment allait faire Ouattara? La CPI... Alors, pourquoi aujourd'hui il craint son retour au pays? C'est que la présence de Gbagbo à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, alors c'est redoutable pour Ouattara. Il n'en dort plus. Je me rappelle que depuis l'acquittement, il était dans tous ses états. Ah mais c'est sérieux. Ça veut dire que ce monsieur est dans la continuité de son plan machiavélique, de son plan sordide et néphitique contre la Côte d'Ivoire. Non, vous utilisez des mots extrêmement forts. Mais les dernières élections, il y a eu même des gens qu'on a décapités. Mais des jeunes décapités, vous vous rendez compte? Mais c'est grave. Tout le temps, lui, il est à culture du sang. 83 morts lors des dernières élections. On n'a pas de 3000 morts. Certains disent qu'il y en a même plus lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Et pour que lui puisse rester. Mais Gbagbo est arrivé au pouvoir en tuant combien de personnes? En 2000, Gbagbo est arrivé au pouvoir en tuant combien de personnes? Et c'est lui qui a été attaqué en 2002. C'est contre lui que la rébellion a été déclenchée. Et tout le monde sait les connivences de Ouattara avec cette rébellion. C'est que cette rébellion l'a aidé à l'installer. C'est cette rébellion de 2002 qui a aidé Ouattara à s'installer. C'est grave. D'accord. Merci de me laisser la police des débats. Didon Logossou, par rapport à ce chantier de la réconciliation et de la cohésion entre les Ivoiriens, est-ce que, selon vous, Charles Blé Goudé doit aussi être intégré? On l'a vu prendre la parole au lendemain donc, de cette libération-là. On sait qu'il a été condamné très récemment. Sa condamnation date de 2020. On sait qu'il a des ambitions politiques aussi intactes. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit bénéficier des mêmes avantages pour son retour au pays, comme devrait en bénéficier le président Laurent Gbagbo? Le tribunal, en prenant la décision de les absoudre, n'a pas retenu
blégouder dans les liens de la prévention. C'est la liberté totale. Donc on ne doit pas faire de discrimination. Maintenant, quand moi j'ai dit que Gbagbo, c'est pas sagesse, il a un âge qui lui permet aujourd'hui de, même si c'est pas tout ce que la Constitution vous permet de faire, que vous devez faire nécessairement. Mais il a 75 ans aujourd'hui, et après 5 ans, il n'aura plus 75 ans. Or, Gbagbo est en train de concocter l'idée de mettre en place une autre constitution pour la limitation d'âge. S'il fait ça, s'il faisait ça, je crois ça va être un truc dirigé certainement contre quelqu'un pour éviter qu'il n'accède au pouvoir un jour et cherche à voir tout ce qui est fait. Parce que tout ce que les gens font aujourd'hui, mais si vous mettez aujourd'hui en prison quelqu'un innocemment, c'est que vous montrez la voie à ceux qui viendront vous remplacer. Moi, j'ai dit, la prison, c'est pour tout le monde, tous les citoyens. Et quand j'ai dit que les lois internationales auxquelles nous avons marqué notre accord sont au-dessus de notre souveraineté, ça c'est réel. Vous ne pouvez pas aller exercer votre souveraineté aux Nations Unies lorsque vous commettez des fautes, vous tuez des gens. Encore que il y a un pion du système, le secrétaire des forces nouvelles, Guillaume Soro, qui jusque-là s'est soustrait de la politique et il est en réserve pour le tribunal. En plus, les éléments du président actuel qui sont tapis dans les rangs parce qu'il doit avoir des crimes. Si des crimes il y a, ça doit être des deux côtés. On ne doit pas imputer à une seule personne ou à deux personnes. Donc, s'ils ont vu Gbagbo tirer à vue sur des gens, ça doit être certainement ses partisans et les partisans de l'autre. On ne doit pas avoir une justice à deux vitesses. Ensuite, le journaliste disait tout à l'heure qu'il y a un autre procès qui a été déjà vidé en leur défaveur, 20 ans de prison. En Afrique, c'est la mode, c'est 20 ans, 20 ans, 20 ans. Bon. Mais ça, c'est encore un gros piège. Il a intérêt à prendre une loi d'amnistie parce que pendant la guerre, c'est la confusion. Il n'y a pas de respect du machin. Il a pris de l'argent à la banque parce que on l'a empêché de payer les fonctionnaires. Et s'il ne payait pas les fonctionnaires, ils vont se révolter contre son pouvoir. Donc moi, je ne trouve pas... Est-ce que ça a fait que la Côte d'Ivoire est tombée? Donc ils n'ont qu'à oublier ça et classer ça définitivement et fermer cette porte-là. Sinon, lui-même, il a toujours joué au jeu, au malin, et il s'est toujours soustrait à la justice. Donc, il ne peut pas avoir cette chance-là éternellement. Donc, il ne parle pas de Guillaume Soro, qu'il a hissé, et il est là, tout peinant, un vieux papa. Donc, je pense que le président Gbagbo, même si il est absous aujourd'hui, il a déjà fait la prison 10 ans. C'est important. Et quoi qu'on dise, il y a eu une forme de justice qui l'a rendu. Il a déjà payé. Maintenant, les victimes qui revendiquent des droits, ils n'ont qu'à se retourner contre leur État pour qu'ils les dédommagent. Tout à fait. Parce que je vois, au lieu de payer cette dette-là, tous les soirs, on envoie 20 millions par-ci, des vivres, du riz, des grains par-là, pour dire qu'on soutient qu'on donne. Ceux qui font carême chrétien, ce n'est pas aussi délicat que le carême musulman. Donc tout ça là, c'est pour acheter les consciences et c'est la corruption active. Alors, Emile Guérin, par rapport au chantier de la réconciliation, il y a aussi forcément le dédommagement pour les personnes qui ont
perdu la vie, leurs parents, il y a des gens qui ont reçu des balles, et qui vivent toujours aujourd'hui. Ceux-là ont besoin d'un soutien, pourquoi pas financier. C'est vrai que rien n'achète la vie, rien ne la remplace, mais il y a ce soutien-là à apporter aux personnes-là. Est-ce que ce n'est pas sur ces chantiers-là que le régime aujourd'hui doit abonder? Oui, j'ai suivi le président Alassane Draman Ouattara évoquer la question du dédommagement des victimes. Ça m'a choqué parce que cela ne lui revenait pas. Lors du premier acquittement de Laurent Gbagbo et à la première instance, il avait agité l'idée qu'il fallait penser au dédommagement. Alors j'avais rapidement imaginé qu'il n'allait pas susciter un procès en partie civile à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, mais ou à l'international. Cela n'a pas été fait, peut-être qu'on lui a demandé de ne pas le faire. C'est vrai que le retour de Gbagbo est en train d'être négocié actuellement. C'est vrai aussi que, selon certaines indiscrétions, qu'il est fort probable que, enfin, on ne sera pas surpris, peut-être de voir l'EDS et le PDCI entrer au gouvernement prochainement. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, c'est ce que propose Ouattara aujourd'hui, fortement. Pour pouvoir décolorer un peu son gouvernement. Et donc, c'est à la fois stratégique et un piège pour le Laurent Gbagbo. S'il refusait, on va dire, voilà, c'est un monsieur qui ne veut pas la paix. Alors, il se dit ceci, il faut que nous pénétrons le système. Si Gbagbo refusait quoi? Refusait que l'EDS... que la coalition qui porte donc son parti aujourd'hui, ceux qui sont proches de lui, rentrent au gouvernement. Alors, moi, je comprends. C'est purement stratégique. Pourquoi? Parce que s'il refusait, on va dire, voilà, il ne veut pas de la réconciliation et il n'est pas un homme de paix. Alors, de l'autre côté, s'il pénétrait, ça lui permet d'être au cœur de certaines décisions, de savoir, parce que nous sommes en pleine crise covidienne et de graves décisions vont être prises par rapport à la vaccination et tout ce que vous savez. Et donc, il pense qu'il est important qu'il soit au cœur du système, au cœur de certaines prises de décisions pour savoir ce qui sera décidé. Ce que je pense personnellement très stratégique, parce qu'on ne peut pas continuer tout le temps à se faire la guerre. Il faut que ça baisse à un moment donné. C'est lui qui a la force aujourd'hui, Ouattara. C'est la force qui ne fait que se maintenir par la force. Et donc, bon, je pense que ils vont aller... Même vous collaborer avec... Même Blé Goudé a demandé pardon, a même exhorté le président à le gracier ou à lui accorder une amnistie. Une amnistie, pour ma part, serait beaucoup plus favorable même à Ouattara qu'une grâce. Une amnistie permettra à laver totalement tout ce qui s'est passé dans cette crise et lui-même, pour que demain, quand il ne sera peut-être pas là, il ne soit pas contraint à un jugement. On ne sait jamais ce qui va venir. Donc, je pense plutôt qu'il y aura une amnistie pour laver tout ça, pour permettre à Gbagbo de rentrer tranquillement et de participer, enfin, de laisser ses partisans participer au gouvernement, pourquoi pas. Et il n'y a que cette seule manière, pour ma part, pour calmer les choses, pour apaiser les ardeurs, pour que la Côte d'Ivoire puisse véritablement reprendre vie, parce que il y a d'autres crises qui par exemple, le cas de Doué-Koué, la CPI n'en dit rien. Une massacre terrible, mais on n'en dit rien. Des civils ont été massacrés, décimés, tout un village. Il faut qu'on en parle. Qui sont les auteurs? C'est ça la question. Oui, mais pourquoi le président n'a pas ajouté cet élément-là oui, voilà le véritable problème de la CPI. C'est-à-dire, qui envoie la CPI? C'est le vainqueur qui envoie la CPI. C'est les dirigeants à l'heure qui veulent à la CPI. Et il se tarde de dire, voilà, j'ai refusé que Simon Gbagbo les opposants pas à la aussi CPI. Peuvent faire recours à la CPI. La CPI est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de restriction. Si celui qui est au pouvoir ne peut faire ce que je disais, lorsque un État ratifie un accord, il doit le respecter. Ça, c'est mon problème, ça. Mais je dis, on n'est pas obligé de ratifier un accord que nous pensons ne pas respecter. C'est tout. Si nous ne voulons pas le respecter, quittons cet accord. Mais rester dans l'accord et ne pas respecter, ça, franchement, ce n'est pas responsable. Absolument. C'est ce que je voulais dire en prévalant la souveraineté aux institutions internationales. Maintenant, pour le cas de la Côte d'Ivoire, revenons à la réconciliation, je pense que c'est un coup dédié à exiger d'ailleurs
qu'il ne rentrerait pas au gouvernement si tout le monde ne rentre pas à la maison, et même Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro, Ouattara ne veut pas en entendre parler. Les négociations sont en cours, même la mort de Bakayoko n'était pas... Il y a beaucoup de choses. Il avait tenté de rencontrer Gbagbo et Guillaume Soro. Et il a d'ailleurs eu Laurent Gbagbo au téléphone. Bien sûr. Cela a été confirmé. Et puis ça n'a pas du tout plu à son mentor, Ouattara, parce que... Non, mais on ne peut pas savoir si ça lui plaît pas ou pas. On peut supputer, peut-être, mais on ne sait pas. Permettez que j'explique là-dessus. Permettez que je là-dessus, parce que, vous savez... Aujourd'hui, Ouattara ne peut plus empêcher le retour de Gbagbo. Il n'a pas le choix. S'il le fait, Gbagbo a dit, il dit si je veux rentrer en Côte d'Ivoire, je vais rentrer. Je n'ai pas besoin de passeport. Il dit si je veux rentrer en Côte d'Ivoire, je n'ai pas besoin de passeport pour rentrer. C'est vrai qu'il a eu ces 2 passeports. Je ne sais même pas pourquoi les passeports de Blé-Goudé n'ont pas été remis depuis. Non, mais alors qu'il a déposé des dossiers depuis des semaines. Oui, il faut qu'il fasse la demande. Il a déjà fait. Il a dit avoir déjà fait la demande depuis quelques semaines. Ça suit son cours. Et il attend. Le président Laurent Gbagbo l'a fait aussi. Il a eu les siens. Donc, il faut patienter. Je crois qu'il va l'avoir et qu'ils vont rentrer. Seulement, Ouattara est en train de voir, d'analyser les conséquences, vous l'avez dit, les conséquences sociopolitiques que cela peut engendrer. Mais je crois qu'il va de l'apaisement. Il attend d'abord que Gbagbo dise officiellement oui, je suis prêt, afin que mes partisans rentrent au gouvernement. Ça pourrait l'apaiser. Permettez-moi de... Oui, allez-y. Je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord. Oui, je ne peux pas être d'accord parce qu'il faut qu'on soit conséquent. Quand on est dans une logique, il faut aller jusqu'au bout. Ben, on ne peut pas dire, il y a quelques mois, que le troisième mandat est anticonstitutionnel, frauduleux, mal élu, et puis pas des artifices vraiment qui ne peut se justifier, demander aux gens de venir. Mais lorsqu'ils acceptent de rentrer dans le gouvernement, ça veut dire qu'ils reconnaissent de facto la légitimité de celui qui est contesté. Parce que, pour moi, tous ceux qui frauduleusement ont pris un 3e mandat anticonstitutionnel, mais c'est des délinquants politiques. C'est des gens qui doivent se retrouver aussi devant la CPI. Ouais. Donc, ne pouvons pas faire toujours de la complaisance. Voilà. Est-ce que Gbagbo a pris des armes pour égorger quelqu'un? Mais Kadhafi, vous avez vu les conditions dans lesquelles il a été tué. Sankara, vous avez vu les conditions dans lesquelles il a été tué. Et Lumumba, et j'en oublie, de vrais nationalistes qui ont été écartés du pouvoir et on a fermé la porte dessus, il n'y a pas une ouverture. Or, certains qui ont fait la guerre mondiale et ont massacré les gens, mis des gens dans des crématoires, ben, on a continué par les juger pendant longtemps. Et le dernier qui a été jugé en France, c'est un vieux qui s'est réfugié en Argentine, qu'on est allé tirer. Et malgré son âge, il a été condamné. Je crois qu'il est mort en prison. Donc, il faut que nous soyons fermes. Ils n'ont pas participé à la campagne. Ils ont battu campagne contre lui et il s'est imposé à la nation. Selon vous, on ne doit pas aller dans ce gouvernement-là. Aller là, c'est cautionner du faux. Du faux. Voilà qui est clair. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est quasiment inédit, tout au moins depuis le démarrage de la crise qui a donc secoué la Côte d'Ivoire depuis quasiment ces 2 dernières décennies. Tous les partis, sinon tous les camps, sont allés aux élections législatives. Est-ce que quelque part, c'est pas quelque chose qu'il faut saluer déjà, Emile Guérin? Oui, pour ma part, je pense que pour la réconciliation, tout est possible. Pour la réconciliation, pour la paix, c'est important. Vous avez suivi le week-end dernier, je crois, Blé-Goudé, qui a supplié, dit je supplie, il a demandé pardon. Les autorités de mon pays à gracier, à laisser tomber cette condamnation de 20 ans. Tout ce que ça lui, veut dire quoi? Il peut dire pour entrer. Voilà. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Cela veut-il dire il reprend la légitimité du pouvoir en place. Mais quand il sera en place, il peut changer de position. Oui, c'est pas permanent, c'est pas statique. Le politicien
c'est un menteur permanent. Je vous ai dit toujours ici que moi, je ne crois pas en tout ce que les politiciens disent. C'est l'absence de la vérité. Même, ils ne s'écoutent pas, ils ne se croient pas. Donc, quand on dit aux gens... Bon, nous allons faire... Charles Goudé parle juste pour avoir un passeport et rentrer en Côte C'est d'Ivoire. possible, parce qu'il a envie d'être... Gbagbo l'a dit, il a envie d'être chez lui. Gbagbo avait dit que cet acquittement aurait un goût d'inachevé s'il ne rentrait pas chez lui. Donc c'est très important, l'exil n'est pas facile, c'est très difficile, des conditions d'exil, vous ne vous sentez jamais comme chez vous. Ça vous brise. Gbagbo aujourd'hui est brisé, est affaibli suffisamment. Ce n'est pas la veuve que je connais à Gbagbo, ça, quand je l'ai suivi le 29 octobre dernier à TV5. Il a pris de l'expérience. Il a pris de l'expérience, il est fatigué, et il est diminué. Et c'est fait à dessein, 10 ans inutilement. Et c'est ça mon problème. C'est-à-dire que vous mettez quelqu'un, vous le privez de sa liberté, et qu'après vous dites qu'il est acquitté. Mais pourquoi? Ça n'a pas de sens. Mais les 10 ça veut ans dire qu'il a fait passé 10 ans gratuitement. pour rien du tout. Non. Pour rien du tout. Bon, heureusement qu'il est acquitté, saluons cela, rien ne vaut la liberté. En cela, vous saluez au moins la Cour pénale internationale. Oui, les conditions d'aujourd'hui, la Cour pénale ne peut que dire le droit. Absolument. Parce que vous savez que certains pays sont en train de sortir de la CPI. Ça veut dire que la CPI n'est plus crédible pour certains. Ça veut dire que pour accroître cette crédibilité, il fallait qu'il y ait justice réellement. Maintenant, il faut qu'il continue dans la même lignée en faisant juger les autres. Guillaume Soro, Ouattara et tout le reste. C'est très important. Pour qu'on sache. Et Blegoudé l'a dit, il souhaite qu'il passe aussi ici, pour qu'il soit acquitté, tout au moins. Qu'ils aillent aussi à la CPI pour se faire justice. On verra s'ils seront acquittés ou pas. Au moins comme les autres aussi. Parce qu'ils sont tous les acteurs de cette crise-là. Maintenant, moi, je pense, doyen, que ce n'est pas un faux calcul, ce n'est pas dénier sa conviction pour le DS ou PDC de rentrer au gouvernement. Pourquoi? La Côte d'Ivoire vit une situation partie. Mais écoutez, les passeports qui sont délivrés et tout ça, qu'il fait... Ça, c'est un acte. Mais c'est pas comme ici, non, on dit il ne faut pas donner tel acte, il ne faut pas donner... Mais aujourd'hui, on dit qu'on peut... Mon cher doyen, vous avez vu, Bédier, après la crise, il a rencontré déjà Ouattara. Il faut discuter, pour ma part. Quelles que soient les situations, il faut discuter. Moi, parce si je dois discuter, c'est discuter son départ et rétablir l'état de droit, la Constitution. Par quel moyen? Une nouvelle guerre? Le premier magistrat ne peut pas violer la Constitution. Mais c'est dans tous nos États, ça c'est de fait. Nous vivons cela actuellement. Mais c'est ça la réalité. Donc vous voulez encourager ça? Vous voulez négocier le départ de Ouattara par quel moyen? Non, c'est absurde. Ça ne peut pas marcher. Il ne partira pas, il ne veut pas partir. La preuve, la personne a fait passage de force, visiblement, et personne n'a rien dit. Macron, qui l'avait félicité pour avoir dit « Je ne brûlerai pas un troisième mandat », le félicite pour son élection. Vous voyez que c'est une aberration, c'est un oxymore inouï, cette situation que nous vivons dans nos États, surtout francophones, je précise, surtout francophones africains. Et puis, quand ça plaît à la France, on ne dit rien. Là, c'est là où on viole la souveraineté des États. C'est pourquoi on viole la souveraineté des États. Je dis, si nous voulons respecter, nous voulons nous faire respecter, il faut imposer notre souveraineté. Ce n'est pas en allant signer des accords dans lesquels les grandes démocraties n'y sont pas. Pourquoi ils n'y sont pas? Non, mais la France est dans le marché. Pourquoi les États-Unis n'y sont pas? Pourquoi l'Israël n'y est pas? C'est ça la question. Israël commet toujours des impairs. Parce que ça, vous savez, les gens, tous les jours, les Palestiniens. Je vous dis ceci très sincèrement. Ça aurait été très difficile pour Ouattara de garder Gbagbo à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. S'il était là, les choses ne seraient pas passées comme ça. Même il n'aurait pas fait un troisième mandat. Parce que Michel Gbagbo a dit, accuser Ouattara de gagner du temps. Parce que Gbagbo devait rentrer depuis. Il dit non, il faut attendre que le procès en appel. Donc il a gagné du temps, il est en train de gagner du temps pour voir si les choses allaient changer. Et il a été surpris. Le premier acquittement a été une surprise générale pour tout le monde. Personne ne s'y attendait. Parce que les preuves apportées par la procureure étaient très, très, très faibles. Et elle a même pas de preuves. Tout a été balayé. L'accusation était faible. Elle avait le truc d'accuser les juges de décisions non motivées. Mais je dis, mais elle se prévaut de quoi, cette dame-là? Bon, quand on sait qu'elle a rencontré Ouattara... Le bureau du procureur instruit, fournit. Elle dit,
que les juges n'ont pas dit le droit et n'ont pas respecté la procédure. Mais c'est des accusations graves. Et elle, vous accusez quelqu'un et vous n'avez pas de preuves. Elle est quasiment en fin de mandat. Ben non, c'est pas le problème de Bensouda même, celui qui a commencé, c'est Luis Campos qui a commencé déjà l'accusation. Il n'y a pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. Parce que vous savez, lorsque vous êtes au pouvoir, parfois beaucoup de choses peuvent se passer à votre insu. Ça, c'est une réalité. On le voit aussi chez nous ici. Mais un président doit être vigilant. Mais il ne peut pas tout savoir. Il ne peut pas tout savoir. Surtout lorsqu'il y a une bonne équipe. S'il n'y a pas d'équipe d'intérêt, parce que les gens voient la vérité et disent autre chose au président. Mais comme c'est lui seul qui est élu, le reste, c'est des délégataires de pouvoir, des pouvoirs restreints. Et seul le président répond. Oui, et c'est le président qui doit répondre, tôt ou tard. Moi, j'ai cette conviction-là. Je veux abonner la réconciliation, nous parlons. Quand il y a réconciliation, ça veut dire dialogue entre tous les belligérants. Donc, il ne peut pas avoir de réconciliation sans dialogue entre Gbagbo, Bédié et Ouattara. Mais si la Cour constitutionnelle n'avait pas libéré les autres, les a déchargés de tout, donc lui, il misait sur la CPI. Ça peut faire 20 ans, le temps qu'il meurt ou qu'il quitte le pouvoir. Donc, moi, on ne peut pas tabler sur des éléments extérieurs au pays pour dire qu'on veut faire réconciliation. Depuis 10 ans, il a la possibilité de faire réconciliation, mais il n'a réconcilié personne. Il n'a fait que diviser les gens. C'est diviser pour régner. C'est ce que le colon nous a appris, et on a bien appris la leçon. Et aujourd'hui, tout le monde divise pour régner. Et les discours de campagne, c'est teinté de démagogie. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Quelqu'un dit qu'il va goudronner le ciel. Mais ça, c'est un rêve fou. Dieudonné Lokossou, on reste en Côte d'Ivoire où aujourd'hui, on sait que tous les grands partis politiques de Côte d'Ivoire sont allés aux dernières législatives. Selon vous, est-ce que c'est un processus à saluer? Bon, les législatives, c'est encore moins importante que la présidentielle. Donc, on ne pouvait pas lui laisser tous les pouvoirs. Et au moins, il y a une minorité de blocage. Bon, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais ça, c'est... si les gens n'étaient pas partis, il allait d'une manière ou d'une autre dire qu'il a 100%. Donc, aujourd'hui, il sait qu'il y a une fraction. Et les jours à venir, les années à venir, il peut progressivement perdre cette législative-là aussi. Ces législatives-là aussi. Alors, rien n'est acquis définitivement. Voilà, Emile Guérin, on sait que les Gor, Gbagbo-riens, ceux qui sont donc fidèles à Laurent Gbagbo, sont retournés au Parlement. Selon vous, est-ce que c'était un retour, je dirais, envisagé, ou c'est juste, on va dire, au terme de négociations avec le régime que EDS a choisi ou a accepté d'aller aux élections? Qu'est-ce qui s'est passé et à quoi cette stratégie répond? Parce que, Lokossou vient de le dire, beaucoup estimaient que quand on boycotte un troisième mandat, on ne peut pas continuer à cautionner le processus. On ne peut pas refuser une présidentielle et aller aux législatives qui découlent de cette présidentielle-là. On ne peut pas refuser un troisième mandat et rentrer au gouvernement. Selon vous, à quoi répond cette stratégie de l'EDS et de ceux qui sont toujours fidèles à l'ancien président Laurent Gbagbo? Oui, il faut dire que le jeu politique est constitué de stratégies, de stratagèmes, de positionnement, des rapports de force, de finesse, de perspicacité. De compromission aussi? Absolument. Bon, de compromission, mais moi, j'aime pas les compromissions. Je préfère parler de compromis. Ah oui. les compromis, c'est vrai qu'on dit que de compromis en compromis, on finit par la compromission. C'est pas toujours bon aussi. Mais pour la réconciliation, pour moi, la réconciliation, la paix, je dis, tout est possible. En fait, l'intention des partis, de ces partis d'opposition, que ce soit le PDC, le DIES, FFPI, GOR et FPI Pro, Afinguessan, était de contrôler le Parlement.
pour faire un peu de blocage à Ouattara. C'était leur intention, en fait. Ce n'est pas forcément dans le cadre d'une réconciliation, mais ils pensaient que s'ils rentraient et qu'ils avaient la majorité, cela allait créer de sérieux problèmes à Ouattara. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est pas grave. Mais pour la République, il y a eu tellement de morts en Côte d'Ivoire. Tellement de morts. Et les gens ne veulent plus se lancer dans cette crise-là, guerrière, belliqueuse. Et donc, les Ivoiriens ont besoin de paix aujourd'hui. Et ce sont les acteurs politiques qui vont engranger ce processus de paix, de réconciliation. Et donc, j'estime qu'aujourd'hui, Gbagbo l'a dit, il se positionne aujourd'hui en leader de paix. Vous comprenez? Et tout le monde est fatigué de cette crise. Bédi est en train de finir. Il n'a pas encore réglé la question de succession au sein de sa formation politique. Et donc, que l'autre a divisé. Bien sûr, c'est un jeu politique, tout le monde le fait partout, même en Europe, ça se fait. Ah oui, ça se fait en France aussi et partout. Quand vous ne divisez pas votre adversaire, comment vous pouvez l'abattre? Il faut le faire. Donc le jeu politique est fait ainsi. C'est comme ça, malheureusement. La politique doit être quand même pour moi quelque chose de plus propre, noble, vérité. La politique ne devenait ainsi que quand nous allons laisser les peuples se décider. Chaque fois que nous allons organiser autour de des partis politiques, et c'est ça qui finit par les états profonds. Quand on dit que c'est seulement les partis politiques qui vont faire de la politique, on finira toujours ainsi. Dans les divisions. Il faut laisser le peuple décider. Il faut laisser le peuple décider. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous me permettez rapidement ce qui s'est passé aux États-Unis. Trump a fait un passage de force au sein des Républicains. Il n'était pas aimé par les barons, par les cadres du parti. Il ne l'attendaient pas en 2016. Mais il a eu un soutien populaire qu'il a propulsé à là où il est parvenu. C'est comme ça que ça doit se faire dans les partis. On a vu Macron, personne n'attendait à 6 mois avant qu'il serait candidat et gagne les élections. Il a brisé tous les schémas politiques en France pour parvenir là. Ça va se passer aussi en Afrique. J'avais évoqué ici l'émergence d'une nouvelle génération de gouvernants. Ça se prépare, ça va se faire et le courant aujourd'hui lumineux sur la planète, personne ne peut rien comme ça. Et Ouattara va finir. Et il n'y a rien à faire. C'est là. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il y a tellement de crises. J'en ai parlé ailleurs. Les révoltes et tout ça. Mais on n'aboutit à rien. Parce qu'elle n'est pas préparée. Parce que ces peuples n'ont pas des dirigeants éclairés, n'ont pas des personnes qui aiment leur pays, qui ont une ambition pour leur nation. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Et c'est ça que vous venez de dire. Pour moi, que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition, parfois, je les mets dans un même panier. Ils sont les mêmes, ils ne pensent qu'à eux-mêmes et non au peuple. Sinon... Vous ne pouvez pas dire ça, par exemple, du PCB ici. PCB. Non, je ne dis pas tout le monde, je dis parfois. Mais un parti qui n'a jamais eu le privilège d'exercer le pouvoir. Mais ils sont restés cohérents. Oui, le PCB est resté très cohérent. Non, c'est pas exercer le pouvoir pour l'exercer. Mais c'est grâce à ce parti qui a la liberté aujourd'hui, qui est en train de chanceler. Hein? On a mis des frères siamois ici, on a dit aller à gauche, les autres aller à droite, sur la base de quelles convictions. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un système de parti unique, parfait. Donc, moi, je crois que l'Afrique a des problèmes. Absolument. Nous avons des problèmes et puis tout ça, là, ça nous crée des retards. Ce n'est pas dans le sens du progrès. Parce que quand on ne parle pas de développement, moi, je ne vois pas l'industrie que nous avons dans beaucoup de pays en Afrique. Hein? Un président qui a fait 6 mandats et à son 7e mandat, mais il est épuisé intellectuellement, physiquement. Qu'est-ce qu'il va encore innover? Et on est là, dans l'Union africaine, on accepte ça. On accepte que l'on viole. Lorsque quelqu'un met septennat, après, ça revient au quinquennat, et on fait toujours 2 mandats. Et les opposants, même si vous ne reconnaissez pas leur valeur, mais il y a des opposants factices. Ça, vous le savez. Oui. J'ai entendu des gens ici, mais j'ai rigolé. Si c'était des débats contradictoires, mais ce serait, ou bien si l'émission permettait de poser des questions, mais moi je vais couler la personne là, ici. Dieudonné Lokossou, on en revient donc au plateau de la Côte d'Ivoire. Le profil de l'actuel nouveau Premier ministre ivoirien, Patrick Archi, sa désignation. Lui, c'est un transhumant. Il a quitté le PDCI
pour aller au RDR, au RHDP. Bon, moi, je ne peux pas mesurer sa compétence. C'est celui qui l'a nommé qui peut dire qu'il est bon. Mais par rapport à Mbak était vraiment détaché, versé dans la population, avec tout ce que j'ai vu après sa mort. Bon, mais c'est que, comme on le dit chez nous, lorsque le mari est en vie, on ne l'apprécie jamais. C'est quand il est mort qu'on connaît ses bons côtés. Bon. Mais alors, Patrick Hachi, attendons, il n'a pas encore fait un mois. Alors, c'est vrai que l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko était célébré parce qu'on le jugeait détaché. Il pouvait aller partout, il pouvait appeler tout le monde. Beaucoup ont estimé que le fait que tous les camps aient participé déjà à cette dernière législative, c'était de son fait. Il avait, quand il a rencontré l'opposition, instauré un climat plus paisible, où on a pu discuter franchement, où on a pu faire des concessions pour avancer. Aujourd'hui, on a Patrick Hachi, désigné donc pour continuer la succession à ce poste de Premier ministre-là. Votre lecture sur le profil de l'ancien secrétaire général de la présidence? Oui, Patrick Hachi, pour ma part, sur le plan professionnel, mérite d'être là. C'est un technocrate et il a parcouru le couloir de l'appareil d'État depuis des années. Je me souviens que c'est en 2000, je crois, qu'il a rencontré pour la première fois Ouattara. Le courant n'a pas pris tout de suite, mais après, lors de son confinement, durant la crise post-électorale de 2010-2011, ils se sont revus et puis Ouattara l'a coopté. Donc depuis, il était avec le monsieur, il connaît un peu les choses. Je crois qu'il peut faire le job. Et aussi sur le plan, j'ai réfléchi, j'ai analysé aussi son entrée, enfin sa nomination au poste de Premier ministre sur un plan ethnique, parce que nos pays sont enclins à des crises ethniques aussi. Vous souvenez que Gbagbo, depuis 2007, je crois 2005, avait déjà accusé Ouattara de soulever le nord contre le sud, de soulever les musulmans contre les chrétiens. Gbagbo l'a dit publiquement, et que c'est son jeu, c'est le jeu que fait Ouattara. On l'a vu tout le temps, tout le long de sa politique. Et il y a une chanson ivoirienne qui dit quand vous ne voyez pas Koulibaly, c'est Bakayoko, ou c'est ci, par là. Et vous voyez autour de lui. Donc la désignation de Hachi, c'est bon, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que lui pourra réussir la réconciliation? Vous n'oubliez pas que nous sommes dans je l'ai dit tout à l'heure, dans une grave crise sanitaire mondiale. Ce ne sera pas facile du tout pour les années à venir. Dieu donne le sous votre mot de fin. Je souhaite que Gbagbo et Blé Goudé, qui sont des Ivoiriens à 100%, rentrent dans leur pays et contribuent à l'évolution de la paix dans ce pays frère. Voilà, vous avez dû donner le Kossou panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous aujourd'hui, Emel Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Merci de nous avoir suivis sur ce plateau débat qui était donc consacré à l'actualité du moment en Côte d'Ivoire et donc l'acquittement, un acquittement définitif pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé.
they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.